Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Prep Dads Podcast. Ici, on parle nutrition, training, coaching, entrepreneuriat, bodybuilding, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je trouve que l'ensemble des sujets que j'aborde devient de plus en plus grand. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast. En réalité, la direction de ce podcast, c'est sûrement plus du contenu éducatif pour coachs et pratiquants qui souhaitent obtenir plus de connaissances en nutrition, training. Mais je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui m'écoutent et c'est sûrement la direction que prendra de plus en plus ce podcast. Même chose lorsqu'il s'agit de ma chaîne YouTube, parce que je vois encore une fois que c'est du contenu qui plaît lorsqu'il s'agit d'expatriation en Thaïlande, de coaching en ligne. Donc, à voir par la suite, mais je suis très content de dire que je crois que c'est le 12e podcast de l'année que je suis en train de filmer. Et je tiens le rythme. J'avais dit que je ferais un podcast par semaine. Pour l'instant, j'en fais un par semaine et une vidéo YouTube par semaine. Je n'ai pas manqué un épisode pour l'instant. Et je crois, oui, en effet, qu'on est au moins au 12e podcast de l'année. Donc, très content, voire peut-être 13e. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. En fait, c'est quelque chose qui revient, on va dire, régulièrement lors de mes questions-réponses sur Instagram, et c'est autour du nombre de pas et de l'impact d'un nombre de pas élevé sur l'hypertrophie musculaire. Car on voit que c'est de plus en plus populaire de parler du nombre de pas, et je vais revenir un petit peu sur certains termes, cardio, NEAT, pas, et ensuite on abordera si oui ou non un nombre de pas élevé vient réduire votre hypertrophie, si vous allez perdre votre masse musculaire si vous marchez trop, et en réalité c'est quelque chose de très intéressant à aborder. Mais avant cela, si vous souhaitez en apprendre plus autour de la nutrition, du training ou autre, gratuitement, je mets le lien de ma newsletter dans la description, le lien de notre espace The Prep Family Circle où vous pouvez me poser toutes vos questions, c'est également gratuit. Et je le mets également en bas. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et même mettez déjà un commentaire sur la vidéo pour ne pas oublier. Ça aide énormément au référencement et je vous en remercie. Si vous voulez en apprendre plus autour de la nutrition avec un coût abordable, j'ai sorti mon guide 100 questions autour de la nutrition où vous avez des questions basiques et avancées autour de la nutrition. Tout le sommaire des questions est directement dans la description également. Et enfin, si vous souhaitez être formé par moi, la prochaine session du Mastermind ouvrira ses portes le 11 ou le 14 avril, le lundi 14 je crois. Pour les inscriptions, je mets également le lien dans la description, donc n'hésitez pas à rentrer votre email, comme ça je vous enverrai toutes les informations. Si vous souhaitez vous développer dans le coaching en ligne, améliorer vos connaissances, vous lancer dans le coaching en ligne, je pense que c'est la bonne formation. On a des dizaines et des dizaines de retours positifs et j'en suis extrêmement fier, car ça met énormément de temps de créer une formation, d'améliorer une formation au fur et à mesure du temps, et surtout, peut-être que je ferai une vidéo autour de ça, mais si vous croyez en cette formation, n'hésitez pas, même chose, à tout simplement vous inscrire à la liste d'attente et à vous inscrire pour la prochaine session du Mastermind. Revenons-en à nos moutons. Le nombre de pas. Donc déjà, j'aimerais clarifier quelque chose. Il y a des termes qui sont utilisés et on le dit depuis très longtemps, les mots ont un sens, il faut savoir bien les utiliser. Et j'ai pas envie de dire qu'il faut être à cheval sur ce que vous dites, mais quand même, et c'est important lorsque vous êtes un professionnel de l'exercice, de la santé, un coach, de comprendre ces termes. Le NEAT, ce n'est pas le nombre de pas. NEAT, ça veut dire non-exercise, donc pas d'exercice. Activity thermogenesis. La thermogénèse liée à l'activité qui n'est pas liée à l'exercice. Si vous dites, je fais 30 minutes de marche par jour, vous ne faites pas votre NEAT. Du NEAT, c'est par exemple lorsque vous allez faire la vaisselle. Parce que ça rentre dans cette dépense supplémentaire. Vous allez être inconsciemment plus actif. Donc en fait, le nombre de pas, vous pouvez le regarder d'une manière non consciente. C'est-à-dire que demain, vous n'allez pas vous dire « je vais marcher ». Vous allez juste mettre votre montre, vous allez faire ce que vous faites dans la journée. Et à la fin, vous regarderez votre nombre de pas. Voilà. Et ensuite, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Mais c'était juste pour clarifier ça. C'est pas la même chose. Donc, lorsque vous faites des pas, arrêtez de dire « je fais mon NEAT ».
Ça, on le dit depuis longtemps, mais c'est important de clarifier ça parce que ça va vous aider à comprendre quelque chose. Et ensuite, je sais pas pourquoi il y a cette mode d'opposer le cardio et le nombre de pas. Le nombre de pas peut être du cardio. Et encore une fois, le cardio, il y a plein d'intensités possibles. Et donc, faire un nombre de pas relativement important, peut-être pendant 1 heure. 1 heure, ça fait peut-être 6000 pas à peu près, 5-6 000 pas, ça dépend. On va dire 5 à 7 000 pas suivant la vitesse à laquelle vous marchez. C'est plus sûrement 5500 par là. Pendant 1 heure, d'une manière relativement douce, tranquillement, vous marchez pas très vite, bah, ça peut être la même chose que faire du vélo de manière relativement douce en termes de dépenses finales. Mais, là où les pas se sont démocratisés, on va dire, c'est par rapport au fait que faire un certain nombre de pas et se fixer un certain nombre de pas, ça peut être potentiellement pratique, petit 1, et petit 2, ça peut vous permettre potentiellement d'avoir moins de pression de temps. C'est-à-dire que si demain vous dites « Ah, je dois faire 30 minutes de cardio ou 45 minutes de cardio le matin à jeun, de vélo à jeun », bah peut-être que vous allez être réticent et il y a de grandes chances, je sais pas, demain vous oubliez votre cardio à jeun, vous allez peut-être pas le faire du tout. Ce qui est bien avec le nombre de pas, et c'est plus ça la chose que je veux dire, c'est que on explique l'important, c'est de faire votre nombre de pas sur la journée. Voire même, et c'est ce que je recommande à mes clients en coaching, d'avoir votre moyenne de pas sur la semaine, que vous répartissez comme vous voulez. Souvent, c'est le plus pratique. Donc en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas à opposer pas et cardio. Vous pouvez absolument faire les deux. J'ai même des clients pour qui c'est plus pratique de faire du cardio. Et donc, ils ont un nombre de pas plus réduit et on ajoute du cardio sous forme, par exemple, de vélo parce que ça peut être plus pratique pour eux. Dédicace à Valentin qui écoutera ce podcast, qui fait du vélo le matin parce que contrairement au tapis, le vélo, ça fait pas de bruit pour réveiller sa famille. Mais c'est important de mentionner ça. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas à opposer. Tout est faisable. C'est juste qu'encore une fois, les pas, c'est pour beaucoup de personnes, beaucoup moins contraignant. Et je pense également que donner un nombre de pas, psychologiquement, c'est intéressant. Pourquoi ? Bah parce que c'est moins une tannée que de faire du cardio. Demain, je ne sais pas, vous avez quelqu'un, demain vous êtes débutant, ou vous êtes coach et vous avez quelqu'un de débutant en coaching. Vous allez lui dire de faire 30 minutes de cardio le matin à jeun. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être marcher sur un tapis. Ou ça pourrait être marcher dehors. Ça pourrait, voilà. La personne, elle va sûrement beaucoup plus voir ça comme une contrainte que si vous lui dites « Ah bah tu dois faire X nombre de pas sur la journée ». En partant de la base qu'elle a. Donc vous lui demandez sa base de pas et vous augmentez cette base. Bah, réfléchissez bien à ça. Et c'est plus ça ce que je veux dire. Ça, c'est le premier élément. Ou c'est le deuxième élément et j'ai cité déjà trop d'éléments. La deuxième chose qui est importante à mentionner ici, c'est la mode des nombres de pas extrêmement élevés. Et on va justement parler de ça en fait dans ce podcast, par rapport à l'hypertrophie. Avoir un nombre de pas très élevé, je pense que c'est bon pour la santé. Donc ça, c'est le premier élément. Mais, encore une fois, ça ne doit pas virer à l'obsession. Et j'ai des personnes qui m'ont mis des témoignages sur Instagram ou sur certaines vidéos YouTube en me disant justement, quand ils avaient un nombre de pas extrêmement élevé, ça virait à l'obsession chez eux. À se dire absolument, je dois avoir mon nombre de pas. Et vous voyez des personnes alors ça veut dire sacrifier leur sommeil, mais ils veulent pas aller dormir parce qu'il leur manque 2000 pas. Et du coup, ils marchent 20 minutes de plus. Bah, ça, c'est peut-être pas le bon comportement à avoir. Et donc, un nombre de pas, je le répète, ça doit, encore une fois, se fonder sur votre nombre de pas initial. Donc demain, vous voulez vous remettre en forme, ou vous avez un client qui arrive en coaching, demandez-lui le nombre de pas qu'il fait actuellement, en moyenne par semaine, en regardant son historique des 3 derniers mois. Vous allez sur l'application santé de votre téléphone, vous regardez les 90 derniers jours, la moyenne de pas que vous faites par jour. Bah oui, parce que sinon, vous pouvez potentiellement avoir augmenté ou diminué votre nombre de pas ces dernières semaines, j'en sais rien. C'est souvent ce que j'aime bien faire. À partir de ce nombre de pas, vous augmentez la base. Vous ne donnez pas un nombre arbitraire. Arrêtez de donner 10 000, 20 000, 15 000 pas par jour. Bah, peut-être que pour certaines personnes, 5 000, ça sera bien. Parce qu'il y a certaines personnes que j'ai en coaching qui, avant qu'elles démarrent avec moi, étaient à 2000 pas. J'ai des personnes, pour l'anecdote, je ne sais pas si elles écouteront le podcast ou pas, mais elles le savent, avant d'être en coaching avec moi, il y a certaines personnes qui faisaient 600 pas par jour. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible. Si, c'est absolument possible.
Si demain vous vivez dans un studio, que vous travaillez depuis chez vous, que vous commandez à manger, il y a de grandes chances que vous ne fassiez pas 1000 pas. Et que vous n'allez pas spécialement à la salle, ni autre chose. 600 pas, 1000 pas, 2000 pas par jour, 3000 pas par jour, c'est bien plus récurrent et bien plus commun que ce que vous pensez. Donc, l'important, c'est d'augmenter la base. Et si la personne vous dit « Ah bah écoute, je t'avoue que les pas, j'aime pas sortir dehors, mais j'ai un vélo chez moi », et bah vous allez lui mettre du vélo à faire. L'important, c'est d'avoir une activité. Donc, voilà, bon, je me suis un peu énervé, j'ai l'impression. Je suis pas énervé, mais c'est plus pour clarifier les choses. Donc, petit 1, arrêtez d'opposer cardio et pas. Petit 2, arrêtez de dire que le NEAT, c'est des pas. Petit 3, arrêtez de mettre des totaux aberrants à des gens en pas qui ont une base de 2000 pas. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a 2000 pas, fais 20 000 pas par jour. Sauf si oui, si vous êtes au chômage ou que vous travaillez pour vous-même, que vous faites ce que vous voulez, que vous êtes étudiant dans une école où vous n'avez pas beaucoup d'heures, c'est possible. Si vous travaillez en bureau, ah bah super, vous allez passer toute votre après-midi à marcher ou votre soirée à marcher, comme ça vous n'allez pas voir votre famille. Il y a des contextes, c'est là où je vais un peu corriger ça, il y a des contextes où, bah, je le comprends, si vous êtes dans un déficit calorique agressif et que vous voulez aller le plus vite possible, si vous êtes en préparation de compétition et que vous devez faire des sacrifices que d'autres personnes n'ont pas à faire, ça s'explique. Mais si vous avez une vie normale, de quelqu'un de normal, qui a des activités autres que faire ses pas, qui a envie d'aller à la salle, mais de faire d'autres choses et d'aller peut-être au cinéma ou j'en sais rien. Le cinéma, par exemple, bah, ça prend 2 heures ou parfois 3 heures quasiment, où vous faites pas de pas. Si vous avez une vie de famille, que vous devez faire à manger, vous faites comment? Donc voilà. D'ailleurs, c'est le petit moment pub. Si vous voulez du coaching vraiment personnalisé pour améliorer votre composition corporelle, perdre du gras, mon équipe de coaching est là pour vous aider. Le lien est dans la description, pour que ça soit d'une manière vraiment personnalisée. Mais voilà, je clôture l'introduction de ce podcast. Ensuite, la question initiale et le titre de ce podcast, c'est « Est-ce qu'un nombre de pas élevé », alors ça ne sera pas le titre parce que sinon sur YouTube, personne ne va cliquer, « réduit l'hypertrophie musculaire ». Cette affirmation, je la vois parfois, ou surtout, c'est pas que je la vois, c'est qu'on me demande souvent si c'est le cas. Et on sait qu'il y a sûrement un effet d'interférence entre l'entraînement en endurance et sur la force et l'hypertrophie. Mais cet effet d'interférence, il est souvent très exagéré. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on fait du cardio, on va perdre des muscles. C'est faux. On a l'exemple de Petre et collaborateurs qui ont découvert que l'entraînement simultané affectait négativement les gains de force chez les individus entraînés, mais uniquement lorsque l'entraînement en résistance et l'endurance étaient réalisés dans la même session. Chez les sujets non entraînés ou modérément entraînés, les gains de force ne semblaient pas être affectés par l'entraînement, quelle que soit la configuration des séances. Donc, si vous êtes débutant, il n'y a sûrement pas de problème de faire tout en même temps. Si vous êtes avancé, peut-être qu'il faudra séparer vos séances d'entraînement en résistance et vos séances un peu plus de cardio. Schumann et collaborateurs, ils ont constaté un effet négatif de l'entraînement simultané sur la force explosive, mais aucun impact sur l'hypertrophie. Et j'ai une citation complète de Schumann et collaborateurs de 2022. La principale conclusion est que l'entraînement simultané en aérobie et en force n'a pas interféré avec le développement de la force maximale et de l'hypertrophie musculaire par rapport à l'entraînement en force seul. Cependant, le développement de la force explosive a été négativement affecté par l'entraînement simultané. Notre analyse a montré que cet effet négatif était exacerbé lorsque l'entraînement est effectué dans la même session par rapport à un entraînement d'au moins 3 heures entre les deux. D'un espacement d'au moins 3 heures. C'est-à-dire que c'était pire pour les gens qui faisaient d'affilée par rapport aux gens qui faisaient activité numéro 1, 3 heures de repos, activité numéro 2. Aucun effet significatif n'a été prouvé pour d'autres modérateurs tels que le type d'entraînement aérobie, la vélo versus course, la fréquence, plus de 5 séances et moins de 5 séances, le statut d'entraînement, non entraîné versus actif, et l'âge moyen, moins de 40 ans et supérieur à 40 ans. Ah, c'est intéressant. Le même groupe de recherche a ensuite réalisé une autre méta-analyse sur l'effet de l'entraînement simultané sur l'hypertrophie d'une manière globale. Et ce que Lundberg et collaborateurs ont découvert, c'est que l'entraînement simultané, donc les deux types d'entraînement, cardio et musculation, entraînait une légère diminution de l'hypertrophie des fibres musculaires de type 1. Mais cette observation elle était significative que dans les études impliquant la course et pas le cyclisme.
En plus de ça, on a Kang et collaborateurs qui n'ont pas constaté que les programmes de type HIIT affectaient négativement la force ou la puissance du bas du corps chez les athlètes. Je crois que c'était des sports collectifs. Et en fait, ce qui est intéressant là, dans ce que je vous évoque, c'est que tout ça, c'est que partiellement lié à la question qu'on se pose. Nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la marche et un grand nombre de pas, ça impacte l'hypertrophie? Mais en fait, les études qui sont incluses dans ces analyses, ces méta-analyses que je vous évoque, elles sont à des intensités bien plus élevées que la simple marche. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va analyser les études liées à un nombre de pas et à l'hypertrophie. Mais en fait, à ce jour, au moment où je vous parle, aucune étude ne semble comparer les effets d'un même programme de musculation avec différentes expositions au nombre de pas chez des sujets non entraînés ou entraînés. Vous allez pouvoir rechercher, si vous recherchez sur PubMed par exemple, et vous combinez steps, resistance training et hypertrophie, bah vous n'avez pas vraiment de résultat. Si vous combinez walk, resistance training et hypertrophie, ça m'a donné plus d'une trentaine de résultats, je crois. Mais il n'y a qu'une seule étude qui était réellement intéressante. Ça portait sur 12 femmes âgées non entraînées. Et ça montrait, donc pour vous dire quand même ce que j'ai trouvé, que la marche modérément intense n'avait pas d'effet négatif sur sur l'hypertrophie musculaire dans un programme d'exercice au poids du corps. Ozaki et collaborateurs. Et si on regarde un peu les citations de cette étude, une étude de cohorte à grande échelle a révélé que la masse osseuse et la masse musculaire squelettique étaient préservées ou augmentées chez les sujets marchant 5 jours par semaine pendant au moins 30 minutes et effectuant un entraînement en résistance 2 fois par semaine, Lee et collaborateurs. Donc déjà, ça vous donne une petite piste de réflexion, parce qu'il y a les mythes autour de ça, mais la réponse, c'est que demandez aux personnes qui vous disent que marcher beaucoup, ça impacte potentiellement l'hypertrophie musculaire. Pour l'instant, en réalité, on n'a pas beaucoup de preuves. En fait, après, on a d'autres études plus ou moins liées, c'est-à-dire qu'on a des études où on sait le nombre de pas que les personnes faisaient. Par exemple, Longland et collaborateurs en 2016, ils ont soumis des hommes en surpoids non entraînés à 6 séances par semaine d'entraînement simultanées, combinées à un déficit calorique, et ont constaté qu'avec un apport élevé en protéines, ces sujets ont quand même gagné de la masse musculaire en perdant de la masse grasse. Et en moyenne, ces participants y maintenaient un nombre de pas moyen de 11 915, plus ou moins 2492 par jour pendant l'intervention. Il y a également Soriano et collaborateurs qui ont découvert qu'un nombre de pas moyen de 12 881 par jour ne semblait pas freiner les gains de force chez des survivantes du cancer du sein participant à un programme de musculation de 12 semaines. Mais il n'y avait pas de groupe de comparaison avec un niveau d'activité inférieur. Et si on regarde un peu plus les études de la méta-analyse de Schumann et collaborateurs, aucune ne montre un effet statistiquement significatif de l'entraînement aérobie sur l'hypertrophie. Alors désolé, je sais que c'est peut-être un peu plus technique que parfois ce que je fais en termes de podcast, mais ce que j'évoque encore une fois, c'est que c'est le but de ces podcasts et de ces vidéos YouTube. C'est que je peux aller plus loin que ce que je ferais sur Instagram, et c'est ce que je trouve réellement intéressant. Parce que, encore une fois, c'est ce qui... Demain, si vous êtes coach ou si vous êtes un pratiquant qui souhaite avoir plus de connaissances, c'est ce qui vous permettra de démêler le vrai du faux. La précision dans l'argumentation, c'est pas on balance une information, on la laisse là et on laisse les gens se battre pour comprendre. On évoque les faits, on explique et on débat ensuite. On pourra faire un podcast sur tout ça. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien inviter des gens sur des podcasts, mais il n'y a personne à Bangkok. Mais quand il y aura des personnes à Bangkok, j'inviterai d'autres personnes en podcast pour, alors non pas pour débattre, mais plus pour discuter de plein de choses. Et là, s'il n'y a pas beaucoup de personnes francophones, et j'ai remarqué, lorsque je fais des podcasts en anglais, qui fonctionnent très peu sur YouTube, et c'est dommage parce que j'ai fait 2 podcasts en anglais extrêmement intéressants avec Dr. Mark Slavin et Benny Price. J'en ai fait un autre juste avec Benny Price, avec lequel je collabore sur RTS France. Et je trouve ça dommage parce alors le dernier podcast, il y avait eu des erreurs de sous-titrage. Parce que c'était du sous-titrage automatique et c'était de la traduction automatique également parce que j'ai pas eu le temps de faire ça et j'ai mis personne pour faire ça pour moi et pour m'aider. Le premier podcast est extrêmement bien traduit pour le coup, il y a des très bons sous-titres car j'ai tout corrigé manuellement. Mais c'est tout ça pour vous dire que
Si vous aimez quand même les podcasts en anglais et que vous les regardez, mentionnez-les moi et j'essaierai d'en faire. Bon, pour en revenir à ça, en fait, si on regarde plusieurs études de la méta-analyse de Lundberg et collaborateurs, il y a quelques études dedans qui incluaient des sessions de course, donc ça nous intéresse, ça se rapproche des pas, à haute intensité immédiatement après l'entraînement en résistance. Pardon, je bois un petit peu d'eau. Mais, en fait, le truc, c'est que c'est à haute intensité. Donc, c'est de la course. Donc, c'est des pas, mais rapides. Donc, c'est peut-être pas le mieux. Mais dans cette étude, qui est Terzis et collaborateurs, après 6 semaines d'entraînement, une course de 30 minutes à 60-70% de la fréquence cardiaque maximale immédiatement après les séances de force a réduit les gains. C'était en saut vertical, en puissance maximale et en hypertrophie des fibres musculaires. Donc, en fait, cette distance, elle correspondait approximativement à 5000 à 8000 pas. Donc, si l'on voulait minimiser tout risque de perte de force et d'hypertrophie, il pourrait être préférable d'éviter les longues marches immédiatement après l'entraînement du bas du corps. Donc, je vais conclure, parce que c'était un peu plus complexe, c'était un peu plus court que d'habitude, mais j'ai aussi eu des bons retours autour de ces podcasts un peu plus courts. Mon but, c'est de vous délivrer des informations que vous pouvez mettre en pratique, c'est toujours ça. Il n'y a pas vraiment d'études qui comparent directement l'impact de différents nombres de pas sur l'hypertrophie en musculation. Donc, si vous cherchez à optimiser vos gains en force et en hypertrophie, courir immédiatement après une séance bas du corps semble être une mauvaise idée. Et peut-être que le cyclisme semble être une meilleure option. Donc peut-être que si vous voulez faire votre cardio à un moment et séparer avec vos pas votre vélo, et ben le vélo, vous allez le faire après, potentiellement. On pourrait également avoir cet effet négatif pour d'autres activités, mais on n'a pas vraiment d'études chez les individus entraînés dans des conditions nutritionnelles comme le déficit, maintien ou surplus. Et donc, compte tenu des preuves actuelles, il est difficile de justifier de limiter le nombre de pas chez les personnes non entraînées, car l'hypertrophie et la force ne semblent pas être affectées jusqu'à 12 000 pas par jour, même avec un entraînement simultané. Et il existe également l'argument contraire, comme quoi certains types de récupération active, comme la marche, pourraient améliorer la récupération, le contrôle de la glycémie, le partitionnement des nutriments, le nutrient partitioning. Si un nombre de pas élevé, par contre, pousse quelqu'un en déficit calorique, ça pourrait potentiellement limiter son hypertrophie musculaire. Mais il n'existe pas vraiment d'études qui testeraient cette hypothèse-là. Donc, on va conclure. On va conclure cette conclusion. Si vous êtes quelqu'un de relativement débutant, ou si vous avez un client de débutant, il n'y a pas de souci de marcher pas mal après la séance. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est très pratique. Certaines personnes, peut-être, vivent dans une ville où c'est pas agréable de marcher. Moi, je donne un exemple. Si vous habitez à Bangkok, c'est pas très agréable de marcher ici. Enfin, ça dépend vraiment où vous êtes. Il y a des parcs sympas comme Lumpini et tout, où vous pouvez marcher. Il y a des contre-allées très sympas où je marche. Mais, si votre client est débutant, habite dans un espace où il n'aime pas marcher, et fait des séances de musculation, bah pourquoi pas lui dire de mettre un maximum de pas après sa séance. Ou en réalité, ça serait peut-être pas mauvais. Par contre, si vous êtes relativement avancé, bah là, vous pouvez sûrement, après vos séances, marcher un petit peu, mais pas trop, surtout après les séances bas du corps. Donc peut-être qu'après une séance bas du corps, vous n'allez pas faire 8000 pas. Après une séance haut du corps, je pense que c'est pas un problème. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Et la conclusion, c'est, bah on ne sait pas vraiment. Mais c'est important de dire lorsqu'on ne sait pas vraiment. Donc, c'est pour ça qu'également, il faut utiliser les mots avec prudence lorsque vous faites ça. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un peu plus court que d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, vous abonner. Abonnez-vous à mes newsletters, toutes les ressources gratuites que je mets à disposition. Il y en aura plus bientôt. Je suis en train de créer un cours de 5 jours pour comprendre les bases, pour se lancer dans le coaching en ligne. Si vous êtes coach, j'espère que ça vous intéressera. Je suis en train de lancer également un cours de 5 jours gratuit pour les personnes qui veulent en apprendre plus sur la nutrition. Je suis également en train de créer un cours de 5 jours gratuit pour les personnes qui veulent comprendre plus de choses autour de la biomécanique et de l'hypertrophie musculaire. Donc il y a beaucoup de ressources gratuites qui arrivent encore et ça me fait vraiment plaisir toujours de faire ça. Mais la seule contrepartie, c'est que vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, blague à part, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Taguez-moi
Si vous écoutez mes podcasts sur vos stories Instagram, je reposte toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.